Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des 1001 vies de Kenji, DJ Kenji, pour ceux qui le connaissent dans sa vie de DJ. DJ Kenji, un Asiatique de France en couple avec une Latina et qui joue de l'afro à Montréal dans une ville nord-américaine. Donc voilà, on va parler de ses expériences de vie et de ses 1001 vies. À tout de suite. Kenji, oui. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Merci, ça va super bien. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis vraiment content que tu aies accepté de venir discuter un peu avec moi. Ouais, regarde, c'est moi qui te remercie pour l'invitation parce que je suis honoré d'être là. Ouais. Donc pour moi, comme je te l'ai dit, c'est un honneur de faire partie du podcast. Ouais. Ok. Comme je te dis, écoute, c'est une conversation one-on-one entre deux amis, deux personnes qui se connaissent et une conversation avec quelqu'un que je trouve très inspirant. Alors, Kenji, on te connaît ici à Montréal comme DJ. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce qu'il y a d'autres casquettes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? C'est qui Kenji? Bien sûr, Kenji, c'est avant tout un gars qui a immigré au Canada, comme tout le monde. Qui est venu ici en 2010 avec le minimum qu'il fallait avoir dans les poches. À l'époque, quand j'étais arrivé, j'étais arrivé avec un visa qu'on appelait qui s'appelle encore le PVT, qui te permettait d'avoir un travail. C'était un visa fermé. Mais bon, pour venir ici, il y avait plusieurs conditions et le minimum à avoir dans les poches, c'était 2000 €. Okay. Donc vraiment, je suis arrivé avec le minimum. Donc comme je te l'ai dit, c'est un gars qui a immigré ici avec 2000 € dans les poches. Ensuite, petit à petit, j'ai fait des petits boulots et puis j'ai commencé à me pencher plus dans ma vocation, qui est à la base DJ, puisque avant de venir ici en France, j'étais DJ vraiment à niveau professionnel. Donc j'ai tout lâché pour recommencer ici, mais c'était volontaire de ma part. Petit à petit, j'ai trouvé des petits jobs en tant que DJ dans des clubs et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai pu mixer. J'ai eu la chance et l'opportunité de mixer dans des gros clubs et voilà où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, franchement, No Cap, t'es, je pense, un des DJ les plus influents et un des DJ les plus importants de la scène. C'est pas parce que t'es mon invité que je le dis. Tu sais ce que je pense de toi, puis les faits sont là. Donc, chapeau pour ça. Je veux dire, pour quelqu'un qui est arrivé il y a à peine 13 ans et tout, qui est pas forcément d'ici, qui arrive justement à dominer le marché comme ça, c'est très fort. Et justement, c'est sur tout ça, en fait, qu'on va revenir. Déjà, la première fois qu'on se rencontre, tu te souviens? C'est où qu'on se rencontre la première fois? Là, je pense que c'était dans ton ancien restaurant qui s'appelait le Bled, non? Dans le restaurant le Bled, exactement, ouais. Tu étais venu manger, c'est ça et tout. Ouais, c'est ça, parce que en fait, la petite histoire, c'est que en 2007, j'étais venu rendre visite à mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Magdi, qui a travaillé avec toi. Shout out, ouais. Voilà, et shout out à Magdi. Puis lorsque j'étais en France, lui me parlait beaucoup de toi, puisqu'il connaissait mon style musical qui était plus axé dans le hip-hop et notamment l'afro. Et il me parlait de toi, il me disait qu'à Montréal, il y a un gars qui s'appelle Doro qui organise des soirées et qui est très impliqué dans la communauté africaine. Il m'a dit, je suis sûr que ça va matcher avec lui. Donc après ça, en 2010, lorsque je suis arrivé ici, c'est là où il m'a présenté à toi. Et je pense que c'est là où on s'est rencontrés dans le resto Le Bled. Ouais, je me rappelle, c'était sur Saint-Denis et Sherbrooke, je pense, non? Saint-Denis et Sherbrooke, c'est ça, le restaurant le Bled qui est toujours là d'ailleurs. Ah, qui est toujours là, d'accord. Le restaurant est toujours là. Ouais. C'est drôle. Alors, donc toi, t'es d'origine... C'est ça, je suis d'origine vietnamienne. Donc nationalité française. Voilà, c'est ça. Tu vis ici au Canada. Exactement. Et tu parles beaucoup d'afro, de hip-hop et tout. Alors, c'est quoi ce mélange de culture là? Ce mélange de culture, c'est simple, ça fait partie de ma vie. Puisque ma vie a été mouvementée, puisque moi là-bas, je suis né au Vietnam. J'ai immigré en France à l'âge de 4-5 ans. Et lorsque je suis arrivé, on a vécu avec plein d'immigrants. J'ai grandi avec beaucoup d'Africains. Donc j'ai grandi avec des Congolais, Zaïrois à l'époque, je sais aussi, des Sénégalais, mon meilleur pote à l'époque, lorsque j'avais 4-5 ans, il était de la Mauritanie. Ouais. Donc en grandissant avec eux, j'ai été
inspiré de leur culture aussi. Donc c'est là où j'ai commencé à connaître la musique africaine notamment. Et justement, en grandissant, j'ai développé ce côté musical, puisque si tu veux, vers l'âge de 18 ans, j'ai vraiment été amené vers le métier de DJ. Ok. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis, si tu veux, plusieurs années plus tard, je suis passé professionnel après avoir passé beaucoup de formations en tant que DJ, en tant qu'ingénieur son aussi. Et par la suite, j'ai commencé à voyager un peu partout, à mixer un peu partout à travers le monde. L'Europe, l'Afrique du Nord. Où est-ce que j'ai mixé je t'avoue, j'ai fait plein d'autres... ouais. Non, and great job. Et donc, finalement, mélange de culture et tout, t'es confronté à plusieurs cultures, t'arrives à Montréal. Mm-hmm. Magdi te parlait déjà de moi, donc tu es confronté à justement cette communauté et tout. Au début, je pense que ça se passe pas forcément directement bien, parce que je pense que t'arrives, mais il y a déjà des DJ en place et tout ça. Ouais, c'est pas forcément bien, mais ça fait partie de... c'est comme ça, t'arrives, t'es dans un nouveau pays, t'es dans une nouvelle ville. Forcément, il y a des gars qui sont nés ici, qui sont d'ici et qui sont déjà en place. Ou qui sont là un peu plus tôt. Bien sûr. Et donc, c'est à toi de faire ta place. Donc, lorsque tu arrives, tu ne t'imposes pas. Lorsque tu arrives, tu observes, t'apprends à faire ce qu'il y a ici. Ici, je me rappelle lorsque je suis arrivé, c'était très hip-hop dans les clubs. Et puis, c'est ce que je recherchais aussi, parce que lorsque je mixais déjà à un niveau professionnel en France, je tournais beaucoup en Europe. Et puis là-bas, je jouais beaucoup plus de musique électronique. C'était plus house que de la musique urbaine. Alors que moi, là-bas, j'aimais beaucoup le hip-hop, le dancehall. J'avais beaucoup d'amis antillais. J'ai grandi avec des Africains, donc j'aimais beaucoup l'afro. Même à l'époque, l'afrobeat n'existait même pas, je crois. C'est vrai. Ouais. C'était plus du dombolo, des coupé-décalé coupé-décalé, voilà, c'est ça, coupé-décalé, dombolo, etc. Mais l'afrobeat n'existait pas encore. La connotation afrobeat n'existait pas encore. Donc en arrivant ici, c'est exactement ça que j'ai recherché en termes de style musical. Et j'ai été servi, puisque dans tous les clubs, quasiment, les DJ jouaient du hip-hop. Et j'aimais beaucoup ça, parce que j'étais venu ici pour ça. Donc je me suis dit, regarde, maintenant il faut s'adapter, il faut travailler. Donc je me suis adapté par rapport au style musical d'ici. J'ai commencé à toquer à certaines portes, à travailler dans des clubs. Ça m'a donné des opportunités, ça m'a ouvert des portes sur des plus gros clubs. Et de fil en aiguille, d'année en année, de 2010 jusqu'à maintenant, j'ai fait mon petit chemin, quoi. Ouais. Jusqu'à, on va dire 2015-2016, où on m'a donné l'opportunité de créer ma propre soirée, qui s'appelait La Parisienne. Justement, où après plusieurs années où je me suis implanté en tant que DJ avec le style d'ici. Et là, j'ai commencé à avoir un nom. Je me suis dit, maintenant, je vais proposer aux gens une signature. Voilà, une signature, ce que j'aime vraiment, ce que je fais vraiment. Et donc, le projet de La Parisienne, c'était vraiment d'offrir à la scène montréalaise cette palette de musique africaine, d'afrobeat et de rap français. Et la soirée a explosé, ça a très bien marché de 2015-2016 jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais. Et je pense que justement, ça, c'est quelque chose qui te caractérise. Peut-être, c'est ce côté un peu de flairer, de bien anticiper. C'est-à-dire que toi, t'as vu venir un peu, si tu veux, l'avènement de l'afro et tout. Je me souviens quand tu étais au Candy, sur Mont-Royal. Ouais. Déjà, à l'époque, les dimanches, tu faisais bouger les gens. Moi, j'entendais parler d'une soirée, sans même savoir que c'est toi au début. J'entendais parler d'une soirée avec un DJ chinois, un DJ asiatique qui joue de l'afro comme un Africain et tout. J'entendais parler. Et puis après, on s'était rencontrés et tu m'avais dit, je c'est moi qui suis au Candy et tout. Et ça, c'était déjà 2015, 2016, ça, peut-être 2014 même. Ça, c'était même plus tôt, je te dirais, parce que j'ai commencé à travailler au Candy, je pense, en 2012, je pense.
Donc, à l'époque, la soirée s'appelait Fuck Me I'm French. Et les consignes musicales, les directives musicales étaient d'aller plus accentuer dans de la musique française. Mais à l'époque, on n'était pas encore dans le rap français. On était plutôt dans de la variété française, dans du rock. C'est Carrément. Ouais, des trucs qui passaient à la radio, mais plus des standards français, on va dire. Et on s'est retrouvé avec une clientèle qui voulait écouter du rap français, mais old school. T'avais beaucoup d'immigrants français qui étaient nostalgiques de tout ça. Et puis, c'était l'occasion pour eux de se retrouver dans un bar et de pouvoir réécouter du Doc Gynéco, du IAM, du NTM, du Booba. C'est des classiques de rap français. Et en plus de ça, moi, je mélangeais avec de la variété française. Mais j'avais aussi beaucoup d'immigrants africains qui étaient venus ici pour étudier, qui se retrouvaient dans ce bar-là aussi. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, regarde, il y a aucun problème, c'est dans mes cordes. On va laisser Donc, je mettais un petit peu de musique africaine, ça a marché. Et puis, de fil en aiguille, la soirée, c'était un mélange de rap français old school, musique africaine, hip-hop, tout ce qui était tendance dans ces années-là, dancehall, etc., etc. Et donc c'est ça. Petit à petit, on arrive à 2015-2016 où je me suis dit, c'est là où, comme tu l'as dit, j'ai senti le flair de l'afrobeat qui commence à arriver. À l'époque, c'était même pas de l'afrobeat encore, c'était l'afro-trap. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, regarde, il y a quelque chose à faire. Je vais lancer ma propre soirée avec vraiment en jouant vraiment l'actualité de ce qui se passe en France en termes de rap français, et puis l'actualité de ce qui se fait en afro-trap, en musique africaine et en afrobeat. Et là où je te tire mon chapeau, justement, c'est sur cette capacité, en fait, cette vision que tu as eue de te dire, OK, je suis DJ, t'aurais pu te contenter d'être un simple DJ, tu joues ce qu'on te demande et tout ça, mais t'as toujours eu, je pense, justement, ce côté où tu veux toujours communiquer quelque chose, toujours faire mieux, et peut-être une vision un peu entrepreneuriale, parce que je pense que passer du simple statut de DJ en te disant, OK, je veux ma propre soirée, je veux une signature, et ça t'amène finalement vers un DJ / promoteur / organisateur, et ça t'a mené après vers d'autres choses, peut-être être partenaire de soirée, partenaire de club et tout ça. Et je trouve que c'est très bien et c'est inspirant aussi pour les générations qui vont venir de savoir que justement tu peux partir du simple métier de DJ et aspirer en fait à quelque chose de plus finalement. Ouais, bien sûr. Et comme tu l'as très bien résumé, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce que à la base j'étais juste DJ. Je voulais juste mixer dans des places pour gagner ma vie et puis pour combler mon emploi du temps, parce que faut savoir qu'à l'époque j'avais un travail de jour, donc j'étais assistant gérant chez Foot Locker, et à côté de ça j'étais DJ, mais à un moment donné il fallait que je fasse un choix entre les deux, puisque c'était impossible de faire un temps plein à 40 heures plus mixer plusieurs soirs. Donc j'ai quand même pris le risque, j'ai lâché mon métier à temps plein pour me concentrer dans le métier de DJ. C'est sûr que le risque que tu prends, c'est la sécurité de l'emploi. Donc parce que DJ, c'est sûr que un jour le club ne marche plus, tu perds ton travail. Donc tu n'as pas cette stabilité financière, on va dire, mais c'est un risque à prendre. Ce que j'ai fait, après le Candy, on va dire, les soirées marchaient très bien. J'ai eu une opportunité, c'est-à-dire que un des gros propriétaires du People m'a proposé en fait d'acheter des parts au People et de créer ma propre soirée. Il m'a dit, pourquoi ne pas avoir ta propre soirée avec ton propre nom de soirée et de t'investir à 100% dedans. Donc une chose que j'ai fait, c'est pour la raison pour laquelle à l'époque je suis devenu copropriétaire du People, directeur artistique aussi, puisque comme à l'époque je travaillais aussi au Rouge, au People, j'ai géré aussi les DJ pour ces deux clubs-là, et ça m'a permis aussi de lancer ma propre soirée qui était la Parisienne. Okay. Donc évidemment vision entrepreneuriale et tout, ça te mène où tu es aujourd'hui.
Est-ce que tu peux me parler justement de ce côté de toujours pouvoir se réinventer, en fait? Donc, partir du DJ à promoteur, avoir des parts et tout. Et je pense que c'est ce qui fait ton succès aujourd'hui. C'est un peu cette capacité de se réinventer, mais cette résilience aussi. Tu vois, t'arrives, au début, comme tu dis, OK, tu viens en PVT. Au début, c'est difficile, tu fais un métier. Et puis, on voit qu'à chaque fois, tu réussis à gravir les échelons, à passer à autre chose. D'où te vient, en fait, cette motivation? Ouais, cette motivation. Je t'avoue que c'est peut-être le fait d'avoir toujours immigré depuis que je suis né qui me motive toujours autant. Comme je te l'ai dit, tu pars de ton pays d'origine, t'arrives en France. Forcément, en France, t'es pas dans les meilleures conditions, mais pour de vrai, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. En grandissant dans une cité avec des immigrants, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris des bonnes valeurs. Ça m'a appris le partage culturel. Ça m'a beaucoup enrichi musicalement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si je suis le DJ que je suis au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à cette expérience de vie-là. C'est-à-dire, c'est en grandissant avec des personnes qui m'ont fait découvrir des musiques, des Antillais, le dancehall, je reviens encore sur ça, les Africains qui m'ont fait découvrir à l'époque le dombolo, le coupé décalé, etc., de la musique africaine de chez eux, le rail, etc. C'est grâce à tout ça, à tout ce mélange-là que, en arrivant à Montréal, si tu veux, même en arrivant ici, faut pas aussi oublier que ici t'es en Amérique du Nord, donc la culture musicale c'est très hip-hop aussi. Hip-hop, ouais. Et c'est ce que je recherchais. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que aujourd'hui, je suis devenu le DJ que je suis. Et puis comme je te l'ai dit, c'est en immigrant par-ci par-là, à chaque fois que tu arrives quelque part, t'as toujours cette impression de vouloir aller de l'avant, prouver plus. Mais après, à un moment donné, on dirait que ça fait partie de toi. Ouais. Donc, tu le fais sans forcément forcer. Ouais, ça devient naturel, en fait. Ça devient naturel. C'est que quand tu arrives quelque part, tu sais d'où tu viens. Donc, tu veux toujours aller plus loin, chercher plus loin. Chercher plus. Ouais. Tu parlais justement de valeurs tout à l'heure. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui te caractérise, en tout cas dans la lecture que j'ai du personnage ou de la personne. C'est justement tes valeurs et je pense que c'est quelque chose qui contribue grandement à ton succès. Tu sais, moi, je dis souvent aux DJ de la nouvelle génération, parce que bon, tu es DJ, donc on va parler d'eux. Je disais à un DJ de la nouvelle génération la dernière fois que, au-delà du talent, au-delà de la capacité à pouvoir divertir les gens avec la musique, au-delà de la capacité technique et tout ça, moi je trouve que dans tout métier, et particulièrement dans les métiers du nightlife aussi, qui sont des métiers où tu rencontres des gens, où tu as des échanges avec quand même les êtres humains, même si c'est la musique qui nous lie tous, c'est important en fait d'avoir de bonnes valeurs en fait, et finalement c'est ça qui permet la longévité, et c'est ça qui permet en fait de traverser en fait les étapes. Est-ce que tu peux m'en parler justement, comment tes valeurs justement font que tu arrives à rester on top? C'est sûr que si tu veux rester et perdurer dans le métier, il faut dans un premier temps être très professionnel, parce que c'est comme partout. Et si t'es pas un minimum pro, si tu par exemple c'est les retards, ou quand t'arrives, c'est comme dans tous les métiers, au niveau de ton travail, il faut que t'aies une éthique. Voilà, une éthique de travail. Il faut que ce soit propre, et faut pas oublier aussi que tu es aussi en Amérique du Nord, les gens sont exigeants. Ça veut dire que ils te donnent les opportunités de réussir, mais il faut du résultat. Eux ici, ce qu'ils veulent, c'est résultat. Et je sais très bien que un jour où je sais pas moi, si admettons dans 6 mois, 1 an, je suis plus aussi performant qu'un autre DJ, je vais me faire remplacer par un autre DJ. C'est comme ça que ça marche et il faut l'accepter. Et c'est avec cette idée en tête que je me suis dit, il faut toujours travailler à la maison, par exemple, même si j'ai beaucoup de travail, même si j'ai de la gestion à faire par rapport à ma compagnie, sur mon côté DJ, je vais toujours rechercher de la musique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je vais essayer de flairer les nouvelles influences musicales. Par exemple,
tout à l'heure, on parlait de l'afro, mais là, il y a un nouveau style qui est arrivé. C'est l'amapiano, par exemple. Et ça, je l'avais flairé déjà il y a 2 ans. Maintenant, c'est vraiment la mode. On dirait que tout le monde veut. Ouais, ça a explosé. Tout le monde veut faire de l'amapiano. Mais moi, je m'intéressais déjà à l'amapiano il y a 2 ans en arrière. Donc, j'essaye de flairer ce qui arrive. J'écoute pour voir. J'écoute, mais j'essaye de faire en sorte aussi. Je me dis, est-ce que ça va marcher dans le cadre de Montréal, par rapport au nightlife de Montréal? Parce que si tu arrives à réussir ici à un niveau local, bah après tu peux pourquoi pas réussir à un niveau international. Mais d'abord faut se focuser sur le local. Et il y a 2 ans, quand j'ai écouté l'amapiano, je me suis dit c'est intéressant, mais je sais pas si ça va marcher. J'ai essayé d'en mettre 2 ou 3 fois. Au début, les gens certaines personnes connaissaient, ça réagissait, mais après ça, fallait passer à autre chose. Mais aujourd'hui, tu peux te permettre de faire un set de 20 minutes, 1 heure d'amapiano. Il y a des soirées 100% même amapiano. Ouais. Donc, justement, vous faites une soirée, il y a une soirée le dimanche. Bien sûr, ouais. Afrobeat versus amapiano. Exactement. C'était peut-être impensable il y a encore quelques temps, mais. Ouais, voilà. Comme tu viens de le dire, il y a quelques temps, c'était impensable, mais la soirée, maintenant, elle existe depuis 1 an et demi. Ouais. Et puis, ça marche, quoi. Ça marche comme pas possible. D'ailleurs, un autre truc qui était tout simplement impensable, là, tu sais, même en lui disant, j'y repense, la soirée s'appelle Afrobeat versus amapiano. Dans un club, un super club qui marche très bien, qui est dans le Vieux-Port de Montréal. Ouais. Ça, il y a quelques années, même quand tu es arrivé en 2010, je pense que c'était impensable. Ah non, c'était impensable. Donner un titre d'une soirée à connotation afro, de te dire que tu vas jouer de l'afro 20 minutes, 40 minutes, 1 heure non-stop, sans compter. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était plus ou moins, un peu avant 2010, c'était impensable. Ah oui, c'était impensable. Que tu fasses un truc. Il y a certains DJ même qui se faisaient shut down. Comme ça. Comment tu perçois justement cette évolution, en fait, finalement, des mœurs ou cette évolution, en fait, dans le domaine? Est-ce que quelque part tu penses que l'industrie est opportuniste ou tu penses qu'il y a vraiment eu une avancée, une ouverture d'esprit, ou peut-être les deux en même temps? Mais moi, je pense que c'est les deux en même temps. Mais comme tu l'as dit, en 2010, c'était impensable parce que lorsque je suis arrivé ici, j'observais ce qui se passait dans les clubs et c'était soit hip-hop ou soit house. Donc, et des fois, quand t'allais plus vers le dancehall ou plus vers le latino, c'était extraordinaire déjà que tu pouvais jouer ça dans certains clubs. Et plus on avançait dans le temps, et plus, en tout cas, moi je te parle de là où je mixais. Par exemple, au Candy Bar, je te disais que je mettais du rap français et des musiques africaines, mais je vois que ça marchait. Mais on dirait que d'année en année, tu voyais une évolution par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je crée ma propre soirée avec les musiques que j'aimerais jouer. Que tu aimes jouer. C'est-à-dire le rap français et l'afro à l'époque. Mais en parlant de l'amapiano, c'était impensable. Aujourd'hui, heureusement que les choses ont évolué. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que oui, l'industrie est à la fois opportuniste, mais il y a eu aussi une grande ouverture d'esprit de 2010 jusqu'à maintenant. Et je suis content d'en faire partie. Ouais. Puis je suis vraiment fier et content d'avoir contribué à ça aussi. Ouais. Beaucoup de gens me disent ah mais tu sais tu devais prendre le props d'avoir mis le rap français ou l'afro sur la map. Je leur dis ouais mais regarde tu sais c'était pas réellement volontaire de ma part. Je suis pas venu en tant comme un révolutionnaire qui dit oh non je vais faire ci je vais faire ça. Non, j'ai fait les choses parce que j'aimais ça à la base. Et puis si j'ai réussi à ouvrir des portes, ben tant mieux. Et je pense que ça c'est un props que je te donne et tout. Oui, c'est vrai. Tu fais partie justement des gens qui ont aidé à révolutionner un peu tout ça. Et je pense aussi que ça a à voir en fait avec la personne que tu es tout simplement. Moi, je sais qu'il y a des moments où je voulais organiser des événements, des soirées dans des clubs ou dans certains endroits, et on me demandait ah mais c'est qui ton DJ et tout. Et quand je disais Kenji, même si le propriétaire ne te connaissait pas ou avait juste entendu parler
de toi, ça venait avec une certaine étiquette, une certaine éthique, et tout de suite les gens étaient plus ou moins en confiance. Ouais. Tu vois, ça s'est passé comme ça au Don B Ouais. aussi, où les gens se disent ok, ben ce nom-là vient avec quelque chose. Donc au-delà d'avoir su saisir les opportunités, je reviens encore sur ça parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pense que la personne que tu es et que tu as été malgré le milieu dans lequel tu évolues a contribué finalement à faciliter les choses. Parce que peut-être que tu aurais été hyper talentueux, peut-être tu avais les idées et tout, mais si tu n'étais pas la personne que tu étais, cette personne capable justement de véhiculer les choses d'une certaine manière, je pense que ça aurait pas fonctionné. Ouais, bah écoute, merci pour le compliment. Et c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est que dans tout ce que tu fais, il faut être pro en fait, tu vois, parce que à la base on fait de ce qu'on appelle de la musique urbaine, donc on part pas forcément avec un gros avantage. Souvent la musique urbaine, bah quand je dis urbaine, c'est ça comprend le hip-hop, l'afro, etc. Bon, maintenant avec le Amapiano, t'es entre les deux, t'es entre la musique électronique et la musique urbaine, mais tu pars pas avec un avantage, t'as une étiquette de urbain, street, etc. C'est pour ça que c'est très important, lorsque tu fais quelque chose, d'être professionnel, d'avoir une bonne éthique de travail, des bons codes de conduite, on va dire. Et c'est là où les gens qui sont dans on va dire les propriétaires de clubs, ils vont avoir une autre vision, parce que tu sais, il y a des gens qui malheureusement ils ont pas la même expérience de vie que nous, ils ont pas voyagé ou ils ont pas connu d'autres cultures, donc après c'est pas de leur faute, tu sais, ils ont une certaine vision des choses, donc c'est à toi de leur montrer que regarde, tu peux venir d'un certain milieu, mais tu peux être très bien éduqué, très pro dans ce que tu fais, et je pense que en étant comme ça, ça va te permettre d'ouvrir des portes sur plein de choses que tu fais, et ça va aussi donner l'opportunité à d'autres personnes qui aimeraient faire pareil. Alors tu as le côté pro, tu en as beaucoup parlé du côté pro, et tu as aussi justement le côté un peu plus perso, la vie de famille. Nightlife, moi je sais qu'à un moment tu mixais pratiquement 5 voire 6 soirs par semaine. Peut-être à un moment tu as fait 7, je sais pas. Ouais, je faisais 7 une semaine et puis 6 l'autre semaine. Comment tu fais pour équilibrer tout ça? Pour équilibrer tout ça, je te dirais que à un moment donné, avant je buvais beaucoup, je faisais la fête, mais à un moment donné, c'est ton corps, c'est pas une machine, il faut laisser reposer. Donc lorsque tu fais 7 soirs, 6 soirs sur 7, là tu te dis ok, faut que je calme un peu sur l'alcool, faut que je dorme un peu plus, faut que je fasse un peu plus de sport. Donc l'hygiène de vie aussi, c'est lorsque tu mixes, si tu veux perdurer sur du moyen long terme, il faut avoir aussi une bonne hygiène de vie, sinon tu tiens pas longtemps. Malheureusement, parce que la santé c'est important aussi. Donc moi ce que je me suis dit à l'époque, c'est comme tout le monde, à un moment donné, j'avais des périodes où je me laissais aller, je faisais la fête, je buvais beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis dit, je pourrais pas tenir comme ça. Si vraiment je veux perdurer sur du moyen long terme, à un moment donné, il faut que je me reprenne en main. Donc c'est là où j'ai mis beaucoup d'importance dans le sport, dans l'alimentation, dans mes heures de sommeil aussi. Donc avec tout ça, j'ai réduit l'alcool, ce qui a fait que j'ai réussi à même au jour d'aujourd'hui, même en ayant une famille, je mixe toujours 5 soirs par semaine. Là, je bois quasiment plus du tout. Parce que après, quand t'as un enfant, c'est autre chose. Il faut que tu te lèves plus tôt, tu l'amènes à l'école, tu vas le chercher à l'école, tu t'occupes de lui. Donc, t'as une vraie vie de famille. Et à tout ça, il faut aussi mettre ton côté DJ qui est là, ton métier. C'est ce qui te fait vivre aussi. Et donc, faut arriver à assimiler tout ça. Mais pour pouvoir assimiler tout ça, la vie de papa, la vie de famille, plus mixer 5 soirs par semaine en tant que DJ, à un moment donné, il faut que tu fasses des concessions. Donc là, en l'occurrence, c'est moi, par exemple, de mon côté, j'ai arrêté l'alcool, je fais beaucoup de sport, j'essaye de dormir comme il faut. Puis je passe du temps avec ma famille. Ouais. Alors justement, passer du temps avec sa famille, la vie de papa, est-ce que tu penses que la vie de famille, c'est quelque chose qui t'a un peu plus éloigné du nightlife? Bon, pas vraiment éloigné parce que tu es toujours dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait prendre du recul par rapport à cette vie professionnelle, ou au contraire, c'est quelque chose qui t'a fait redoubler d'efforts, de motivation?
pense que il y a deux écoles de français. C'est bien ce que tu viens de dire parce que on va dire c'est les deux. C'est les deux parce que lorsque mon fils est né, c'était en 2018, j'avais vraiment, comme on dit, la tête dans le guidon. C'est-à-dire que 2018, la Parisienne battait son plein. On était au People, au niveau du cadre, on était au People dans le Vieux-Port. Ça avait un succès incroyable. Le People roulait le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche, t'avais la Parisienne, c'était plein à craquer. J'étais copropriétaire du People encore. J'étais directeur artistique, donc j'avais 3 jobs à la fois, plus mon fils qui venait de naître. Mais avant qu'il naisse, j'avais senti tout ça, donc je me suis dit c'est impossible que je puisse tout gérer en même temps. Donc j'ai anticipé un petit peu. J'ai commencé à repérer certains talents. J'ai pris des gars. Il y avait des gars qui sont venus toquer à la porte, qui m'ont demandé certaines opportunités. Ben, je dis écoute avec grand plaisir. J'ai formé des gars qui sont très bons aujourd'hui encore. Et notamment Apache. Voilà, il y a Apache et puis il y a plein de DJ. Apache, il est très bon actuellement. Maintenant, c'est un grand garçon, il mixe partout. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut dire, c'est un grand garçon. Ouais. Donc c'est ça. Maintenant, t'as plein de bons DJ et puis même aujourd'hui, si je peux aider certains jeunes ou certains gars qui viennent d'arriver, si jamais j'ai le temps, avec grand plaisir. Mais c'est ça. J'avais anticipé à l'époque avec la naissance de mon fils. Et je me suis dit, c'est impossible de tout gérer. Donc, comme tu l'as dit, j'ai pris du recul dans un premier temps. J'ai géré comme je pouvais, à ma façon. C'est sûr que j'ai réduit mon travail en tant que DJ pour plus m'occuper de mon fils parce que un nouveau-né, ça te demande à 100% de ton temps. Après tout ça, la Covid est arrivée. Donc, ça m'a permis c'est comme tout le monde, ça t'a permis de prendre du recul, de faire complètement une pause. De toute façon, avec le Covid, tu n'avais pas le choix de faire une pause. Donc, à ce moment-là, tu commences à réfléchir. Tu commences à te remettre en question sur plein de choses. Les choses de la vie, les choses qui sont essentielles à toi, les choses professionnelles, c'est des reconversions, etc. Donc, tu te poses plein de questions. Donc, après la Covid, l'industrie a été relancée. Donc, même moi, avec l'incertitude, j'ai fait des formations. Par exemple, je te cache pas, j'ai fait une formation en tant que directeur financier. Okay, puis après la Covid, j'ai essayé directeur financier. Ça a duré 1 mois et demi. c'est pas parce que j'étais bon ou pas bon. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais il manquait quelque chose. Je me suis dit, réellement, tous les matins, je partais avec mon lunch, mon costard, cravate. J'avais mon bureau et j'étais bien. Hein. Mais je me suis dit, et en plus j'ai payé cher pour cette formation, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Donc je me suis posé les vraies questions, je me suis dit, non, moi ma vraie place elle est pas ici. Ouais. Je me suis dit, ma vraie place elle est derrière les platines ou dans un club. Puis voilà, je suis retourné à ça, mais quand je suis retourné à ça, j'ai mis, comme tu l'as dit, les bouchées doubles. Ouais. J'ai travaillé encore plus fort. En fait, on aurait dit que c'était moi quand je venais d'immigrer. C'est-à-dire, j'ai mis les mêmes efforts, la même intensité. Bon, là, mon fils était un peu plus grand. Donc, avec ma copine, c'est plus facile de gérer à ce moment-là. Mais là, j'ai mis les bouchées doubles pour revenir en tant que DJ, pour revenir en force. Et là, j'ai retrouvé de la stabilité au niveau de mon travail. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais encore 5 soirs par semaine. Mais avec cet équilibre, parce que dans la vie, tout est une question d'équilibre, t'es pas tout seul. Ma copine, elle m'aide beaucoup aussi. J'ai la chance qu'elle fasse un travail où elle peut gérer, elle gère du personnel, elle gère son emploi du temps, donc elle fait toujours son emploi du temps par rapport au mien. Okay. Donc j'ai aussi cette chance-là. Et maintenant que mon fils va à l'école aussi, ça me laisse un peu plus de liberté pour pouvoir travailler aussi. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à trouver un équilibre familial et un équilibre professionnel, ce qui fait que je peux me permettre de mixer 5 soirs par semaine. Donc, l'importance aussi d'être d'être bien entouré, de tomber sur la bonne personne, de tomber avec quelqu'un qui te comprend. Et je pense autant dans la vie que au milieu professionnel, c'est ça en fait, c'est des histoires de connexion et finalement de
complémentarité. Exactement. Tu vois. Exactement. Ça, c'est très important. En fait, c'est comme si tu avais deux Kenji. T'as celui qui est arrivé, qui a immigré, qui est monté, qui a connu des problèmes, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais j'ai eu des problèmes d'immigration aussi. Parce que mon visa est expiré. Je me suis fait virer du Canada. On m'a rapatrié en France. J'ai dû revenir 1 an après. T'es revenu? Ouais, je suis revenu quand même, alors que j'avais une interdiction de territoire. Et c'était au bon vouloir de l'agent d'immigration, lorsque je suis revenu, de m'accepter ou de me refouler. Parce que lui, sur le dossier, il avait vu que j'étais resté sur le territoire, alors que j'avais plus de visa. Donc, c'était dans son droit de me dire, ben non, je vous accepte pas. Vous pouvez prendre le prochain avion pour retourner en France. Il pouvait faire ça, mais j'ai quand même pris le risque. Et il a accepté. Il a accepté quand même. Je suis arrivé, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, écoutez, monsieur l'agent, je sais que j'ai fait une bêtise, mais j'aime tellement le Canada que je me représente devant vous. Donc, je vous promets comme tout bon citoyen, de bien faire les choses. Voilà, de faire mes papiers correctement, mes visas correctement et de bien m'intégrer. Donc, il m'a dit, écoutez, j'apprécie votre honnêteté. Donc, il m'a dit, bon séjour. Voilà, c'est ça. Et en revenant ici, j'ai mis les bouchées doubles pour encore une fois. En fait, c'est tout ça qui te donne la motivation d'aller de l'avant, parce que t'arrives ici, il t'arrive des péripéties, t'arrives des galères, qui fait que lorsque tu reviens encore ici, tu te rends compte de la chance et l'opportunité que t'as. Donc là, tu vas et puis tu vas à fond. Tu y vas à fond. Et c'est à ce moment-là justement que j'avais créé et je m'étais mis à 200% dans la parisienne et dans le people. Et pour revenir à ce que je te disais, bah t'as le Kenji qui est arrivé ici, qui s'était fait refuser et qui a réussi à revenir, qui était célibataire, donc j'avais rien du tout, donc il fallait que je mette les bouchées doubles pour réussir. Et t'as celui de maintenant qui est plus en mode posé, famille. Et toujours efficace quand même sur le niveau professionnel. Bah ouais, parce que là, c'est plus les mêmes... En fait, j'ai plus les mêmes objectifs qu'avant. Avant, l'objectif, c'était d'arriver, de réussir, de m'imposer en tant que DJ et puis aussi de kiffer la vie. En fait, tout simplement. De kiffer la vie, de faire ce que j'aime, comme je te dis, avec la parisienne, de faire ma propre soirée avec les musiques que j'aime. Et la personne que je suis maintenant, je suis plus en mode père de famille. Ce que je fais, c'est vraiment, là, je pense sur du moyen long terme. C'est pour subvenir aux besoins de ma famille, tout simplement. Et pour plus tard, parce que je sais que je vais pas mixer toute ma vie en club, pour plus tard avoir quelque chose, investir dans quelque chose pour vraiment pour ma famille sur du moyen long terme. Donc en fait, tu joins l'utile à l'agréable, parce qu'aujourd'hui tu es dans une position où tu fais ce que tu aimes, tu es dans un milieu que tu aimes, un milieu professionnel que tu aimes, c'est pourquoi c'était ta vocation, c'est pourquoi tu t'es toujours battu. Et en même temps, tu peux t'occuper de ta famille aussi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que tout ce que j'ai fait avant, ça me permet aujourd'hui de construire le futur pour ma famille. D'accord. Écoute, merci Kenji. Merci à toi, surtout pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. Le mot de la fin, si tu avais un conseil, quelque chose à laisser, c'est l'essence de tout ça. J'ai toujours eu une phrase de motivation qui disait « Ne vis pas ta vie, mais vis tes rêves ». Mais avec la sagesse d'aujourd'hui, je te dirais la même phrase, mais je dirais « Soyez professionnel, soyez respectueux, et puis vous allez voir que le karma existe, et puis ça va vous revenir en retour. » Les valeurs avant tout. Les valeurs avant tout, c'est ça. Thanks. Merci frère.